Vous parliez de créer des liens. Je crois qu'on a un champion de la création de liens avec nous, Stéphane Minou, qui est locavore depuis 2008, qui a expérimenté sur lui-même déjà le fait d'essayer de consommer plus local. Il a raconté cette expérience dans les médias. Et puis, vous êtes aussi élu municipal. Vous formez les élus à ce concept-là. Vous les accompagnez, Stéphane. On a préparé ensemble cette conférence. Vous m'avez dit, c'est bien la crise du Covid, il y a eu une prise de conscience, mais on part de très, très loin quand même. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'en dire un peu plus en quelques minutes sur le plus vieux sujet du monde. Ça va être dur. C'est le lien entre l'alimentation et la sécurité. Et c'est vrai qu'il aurait été bien d'avoir les professionnels également de la production alimentaire, mais également les professionnels de la sécurité. Ils vous écoutent. J'espère. Voilà. Donc, en fait, on a commencé, donc oui, je forme les élus justement à la résilience alimentaire des territoires, mais en mode sécurité préventive. Et pour intégrer le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire dans les plans communaux de sauvegarde, à travers l'Institut supérieur des élus et avec 3 autres formateurs, Arthur Keller, Alexandre Boisson et Laurent Hayet. En fait, ce que j'appelle le plus vieux sujet du monde est quelque part un impensé dans nos sociétés d'abondance et d'ébriété énergétique, mais également d'ébriété idéologique issue de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui a fait qu'on s'est spécialisé et à force de vouloir fluidifier les échanges, nous avons transformé quelque part nos territoires en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire extrêmement dépendants des flux, comme le disait tout à l'heure Yuna. Lorsque l'on rentre dans un EHPAD, c'est jamais de gaieté de cœur, c'est qu'il y a des accidents, de la vieillesse, des pathologies. Mais nos territoires se sont volontairement transformés en EHPAD à ciel ouvert, c'est-à-dire complètement perfusés par les approvisionnements extérieurs. Et en fait, on s'est dit, un territoire égale 1 ou 2 productions phares. De toute façon, avec les énergies faciles, ça viendra toujours de quelque part. Je vais me focaliser sur les productions pour lesquelles je me sens le meilleur et je vais faire venir les productions pour lesquelles je ne me sens pas trop bon. De toute façon, ça viendra toujours de quelque part. Donc, résultat, nos aires urbaines, et le cabinet Utopie l'avait déterminé, sont autonomes à peu près à 2% de leur alimentation. Mais dans le même sens, 97% de ce qui est produit localement est exporté et est importé d'autres territoires. Donc en fait, ça fait des perfusions d'aller de sens, donc des vulnérabilités. Et en fait, tout est histoire également de flux. Nous avons en tant qu'espèce commencé par courir après la nourriture lorsqu'on était chasseurs-cueilleurs. Ensuite, on s'est posé, on a inventé l'agriculture, on l'a produite autour de nous au néolithique, moins 10 000, 12 000. Et ensuite, pour la sécuriser en groupe, on a inventé quelque part les villages. C'est là qu'on a transformé l'espace en territoire. C'est là qu'on a inventé l'aménagement de l'espace et quelque part aussi la politique. Donc, après avoir couru après cette nourriture, après l'avoir fabriquée autour de nous, après l'avoir sécurisée en groupe, maintenant, c'est cette nourriture qui vient à nous, sans que l'on se questionne sur le comment, sur les risques et sur le jusqu'à quand. Et si l'on regarde ce sur quoi était basée la légitimité politique des ancêtres des maires, les consuls au Moyen-Âge, elle était basée sur l'exercice de 4 sécurités. La sécurité extérieure, il fallait se protéger des envahisseurs, donc ériger et entretenir les remparts. La sécurité intérieure, c'est-à-dire l'ordre public, qui n'était que fait au niveau local avant qu'on invente les États-nations. La sécurité sanitaire, il fallait lutter contre les épidémies. Et la 4e, c'était la sécurité alimentaire. Il y avait même, Stéphane, il y avait même une police, vous m'avez parlé d'une police des grains et d'une police des viandes. Oui, c'est ça. Il y avait la police des grains et la police de la viande. Police en tant que régulation. Et il y avait des stocks. Parce qu'en fait, la hantise des édiles de l'époque, c'était que le peuple se révolte pour des raisons alimentaires. C'était les révoltes frumentaires. En fait, cette question de permettre au territoire d'avoir toujours un minimum de produits alimentaires était une question
prise en compte par les individus, chacun s'en occupait, mais également les collectivités. Et maintenant, cette question est complètement sortie du champ politique. Et elle est indirectement assumée par des acteurs privés qui sont Leclerc, Carrefour et compagnie, qui n'ont que 2 jours de stock. Et en fait, le plus vieux couple de risques, c'était le couple de risques alimentation, approvisionnement alimentaire et ordre public. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans le cadre de mon livre enquête. En fait, je suis allé voir si cette question était pensée dans le monde de la production, dans le monde des risques et de la sécurité et dans le monde de la gouvernance. Et en fait, cette question-là n'est absolument pas pensée. Et je suis passé par le continuum sécurité-défense, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le vigile de supermarché et le sous-marin nucléaire à lanceur d'engins. Et en fait, toutes les forces de sécurité intérieure et de sécurité nationale seraient complètement débordées s'il y avait une rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc ça, je l'avais fait avant le Covid. Et en fait, on a eu quelques signaux faibles pendant le Covid, mais nous n'en sommes pas à la dernière pandémie où s'il y avait par exemple une cyberattaque sur la chaîne logistique, s'il y avait une autre pandémie, c'est ce que j'avais annoncé en 2008. Et en fait, ce que je propose et qui a été repris par la sénatrice Françoise Laborde au Sénat il y a 2 ans, c'est d'articuler la non-résilience alimentaire des territoires avec la loi de programmation militaire, avec la sécurité intérieure, la sécurité nationale et la sécurité civile. En fait, c'est une question qui devrait permettre aux législateurs de quelque part se réveiller et d'intégrer tous les facteurs de production liés à l'alimentation avec une question régalienne qui est la sécurité intérieure et la sécurité nationale. Donc en fait, c'est un chantier mais colossal. Il y a du boulot pour 500 ans, mais on n'a pas le temps. Et il y a une formule que j'aime pour résumer et dire que le ver de terre est le meilleur allié du militaire, car il soulage ses arrières. En fait, on est capable, en disant notre système sanitaire en période de pandémie est saturé, mettons en place des mesures barrières. Pourquoi on ne l'appliquerait pas pour l'alimentation? Parce qu'en fait, c'est exactement la même chose. Notre continuum sécurité-défense, c'est-à-dire notre système de sécurité, serait complètement débordé car nos populations ne sont pas préparées à ça. Nous ne produisons plus notre nourriture, nous ne la stockons plus. Et en fait, il y aurait très clairement des troubles à l'ordre public en cas de répétition de rupture d'approvisionnement alimentaire. Donc, faisons des mesures barrières liées à l'alimentation, mais également l'Europe, à travers le plan stratégique national, a également son rôle à jouer. Et donc voilà, donc en fait, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais en fait, c'est le plus vieux sujet du monde. Nous ne saurons pas de trop. Et il y a une armée à lever. Il y a réellement une armée à lever, une armée de producteurs. Et la meilleure façon d'avoir des producteurs, c'est de leur permettre de vivre de leur travail. Donc, permettre aux producteurs d'avoir un revenu décent, c'est aussi une question de sécurité.